Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on revient sur la journée, je ne sais plus quelle journée, de Coupe du Monde, vous l'aurez dans le titre. Mais sur cette journée du samedi 29 juillet du côté de la Coupe du Monde, sauf le dernier match dont on ne parlera pas. On parlera des deux premiers matchs, soit d'Italie et France-Brésil. On ne parlera pas du troisième match entre le Panama et la Jamaïque, tout simplement parce qu'il démarre à 14h30. Donc là, je suis en train d'enregistrer à 14h39 et qui est terminé à 16h30, donc un peu tard par rapport au Tour de France Femmes, par rapport au contenu que j'ai encore à produire sur la chaîne. Voilà, tout simplement. On va revenir donc sur la victoire de la Suède face à l'Italie et sur la victoire de la France face au Brésil. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, quelle joueuse vous avez trouvé bien, quelle joueuse vous avez trouvé plus en difficulté. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis également TikTok, pardon, le débrief juste après la fin des rencontres. Bon, je commence avec Suède-Italie. Match assez incompréhensible pour moi de la part de l'Italie. Victoire de la Suède 5-0. L'Italie a pris l'eau en 5 minutes. Voilà. Donc c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'elles ont complètement raté leur match pendant 20-25 minutes. Les Italiennes, elles font un super début de match. D'un coup, le rythme s'écroule un peu. On sent qu'il y a des ajustements faits au niveau de la Suède, au niveau notamment du milieu de terrain, ça va beaucoup mieux. Malgré tout, l'Italie, d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, elles ont joué de manière catastrophique. Et c'est triste parce que l'Italie, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'évolution depuis 2019. C'est une équipe qui avait fait un gros step en avant en 2019. Depuis, il n'y a pas grand-chose, quoi. L'Euro 2022 n'était pas fantastique. Cette Coupe du Monde, bon, normalement, elles vont sortir des phases de poule parce que l'avantage, c'est que du côté de l'Italie, l'Afrique du Sud et l'Argentine se sont neutralisés. Il va falloir quand même gagner le dernier match ou au moins ne pas perdre face à l'Afrique du Sud. Parce que sinon, avec un average goal hyper défavorable, ça pourrait vraiment être plus compliqué. Mais du côté de l'Italie, ça a été encore un match difficile, quoi, hein. Le premier match face à l'Argentine n'avait pas été si dingue que ça. On avait parlé, j'avais trouvé que c'était très poussif. Alors là, c'est extraordinaire parce que vraiment leur entame de match est très très bonne. Regardez les 15-20 premières minutes, la Suède touche très très peu de ballons. Et puis après, les Italiennes s'écroulent de manière assez surprenante, alors notamment sur des défenses. Une défense qui a été laxiste, notamment sur les coups de pied arrêtés, mais quand même 5-0 alors qu'elles ont la possession du ballon. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il n'y a pas les compositions des deux matchs parce que tout simplement je prends les compositions sur le site L'équipe. Le site L'équipe est en PLS comme pas mal de sites français. Il y a peut-être un souci avec OVH parce que la plupart des sites français en ce samedi après-midi sont en PLS. On se croirait à la gare Montparnasse. Mais du côté de l'Italie, ouais, elles se sont complètement écroulées. Alors que le début de match est vraiment très bon. Les Suédoises touchent très peu de ballons et puis après, au bout de 20 minutes, ça baisse. Et puis après le premier but, alors là, c'est l'écroulade totale. Du mal à comprendre comment ça a pu se produire. Voilà. Donc, grosse déception du côté de l'Italie. Pas grand chose d'autre à dire. Je commence avec la Suède sur ce que j'ai aimé, sur ce que j'ai pas aimé. Ce que j'ai pas aimé, c'est les 20 premières minutes, avec notamment un milieu de terrain qui a eu beaucoup de mal. Que ce soit Angeldad, Rubenson, Aslani, on les voyait très peu. Celle qu'on voyait le plus, c'était Rolfeu. Mais les autres joueuses avaient beaucoup de mal à se trouver. Et c'est là où, notamment sur les phases défensives, elles n'arrivaient pas à récupérer le ballon. Et les Italiennes en ont profité énormément en début de match, où elles trouvaient vraiment des ouvertures dans un système suédois qui ne marchait pas. Voilà, sur le premier quart d'heure, vraiment, elles doivent avoir 20% de possession de balle. Enfin, c'était vraiment pas très bon. Et puis ensuite,
au fur et à mesure de la rencontre, elles se sont ajustées, elles ont trouvé des solutions. Et alors ensuite, ça a été vraiment très bien face à cette équipe italienne, notamment grâce à l'ajustement tactique. Les coups de pied arrêtés qui étaient très bien tirés et en plus ils ont profité d'une défense italienne qui n'était pas exceptionnelle. Un jeu de passe qui était largement meilleur. C'est-à-dire que vraiment on a retrouvé le jeu de passe de la Suède du premier match, mais toujours cette précision dans les passes. À la fin de la rencontre, elle finit avec 76%, alors qu'en tout début de match, elle devait être à 50% de précision de passe. Et puis ouais, un jeu qui a vraiment été bien meilleur en deuxième mi-temps, un jeu offensif qui marchait très très bien. Donc c'était vraiment super, alors que vraiment sur les 20 premières minutes, moi ce que j'avais noté, c'était beaucoup trop d'espace au milieu de terrain, que dont profitaient les Italiennes. Aucune conservation de balle, c'était un calvaire. Elles essayaient tout de suite d'envoyer devant sur Blackstenius, sauf qu'il aurait fallu se mettre en confiance un petit peu avec le ballon. Et donc pas mal de mauvais choix offensifs également. On avait du mal à se trouver. Et au bout de 20 minutes, tout ça, ça s'est estompé. Et ensuite, elles se sont trouvées parfaitement. Et en fin de première mi-temps, ça a conclu magnifiquement bien ce match. Enfin, cette rencontre. Mais il faudra, pardon, un petit baillou, il faudra éviter de faire ces erreurs-là lors des prochaines rencontres. Voilà, il faudra trouver des solutions offensives de manière, enfin voilà, pas rater les 20 premières minutes quand elles ont pu le rater face aux Italiennes, parce qu'en huitième ou en quart, ça pardonnera pas. Surtout si elles sont face à des gros adversaires, parce qu'elles sont dans le groupe G. Donc il faudra quand même se méfier, voilà, de faire attention sur le début de match. Du côté de l'Italie, moi ce que j'ai aimé c'est ce début de match avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de récupération de balles. Et puis voilà, encore une fois, au bout de 25 minutes, cette agressivité-là, elle a disparu, ce qui fait qu'en fin de match, elles n'ont qu'une faute. Donc, ce qui montre bien que voilà, ça manquait de quelque chose, ça manquait d'envie, ça manquait de tout. La récupération, au bout de 20 minutes de jeu, elles ont pu récupérer de ballon. Et puis le pressing qui était si efficace en début de match, était totalement inefficace en fin de rencontre. Alors là, c'était plus en deuxième mi-temps. Et avec une défense qui s'est fait avoir quasiment sur le premier tir suédois, avec cette défense de corner qui était catastrophique. C'est-à-dire quand tu connais le niveau de jeu des Suédois, surtout dans ce domaine-là, c'est-à-dire elles ont des joueuses qui sont très grandes et qui savent très bien jouer de la tête, comme Blackstenius, tu fais pas d'erreurs comme ça, de marquage, de placement. Tu ne peux pas faire ça. Et la défense et les attaquants suédoises en ont profité énormément parce que de l'autre côté, du côté de l'Italie, il n'y avait pas de défense sur coup de pied arrêté. C'est-à-dire sur coup de pied arrêté, on laissait faire les Suédoises. Et ça a été un calvaire dans cette rencontre. Et puis cette deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup de soucis, je dirais, pour trouver des solutions, pour se remettre dans le match. Elles ont disparu pendant 25 minutes. Elles ont disparu entre la 30e et je dirais la 55e, 60e minute. Et ce trou noir-là, il fait énormément mal au score. Ça fait 4 buts. Alors le cinquième, il est sur un contre, mais ça a été terrible. Terrible. Par contre, ce qu'il faut noter aussi du côté des Suédoises, j'ai oublié de mettre un truc en flop, c'est les crampes. Les crampes, une défense parfois un peu trop attentiste du côté de cette équipe de Suède. Et pas mal de crampes en fin de match, elles se sont beaucoup données. Mais bon, on est sur le deuxième match de la Coupe du Monde, donc voilà, c'est assez particulier quand même, les équipes qui ont énormément de crampes comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas fait énormément tourner au départ de la deuxième mi-temps. Il y a des filles qui ont vraiment souffert en fin de match. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra faire attention, parce que ça veut dire que heureusement que l'Italie menait 4-0, parce que s'il n'y avait que 1-0, les Italiennes auraient peut-être pu en profiter. Bon, je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je passe aux joueuses du match. Du côté de la Suède, Blackstenius. Elle a couru dans tous les sens, elle s'est montrée énormément disponible. Je trouve que voilà, c'est une joueuse qui a encore passé un cap si on compare à la Coupe du Monde 2019. Si vous entendez un petit bruit, c'est parce que, pour tout vous dire, dans la ventilation de la fenêtre,
il y a une bête qui s'est mise dans la ventilation, un volatile, enfin un insecte tout simplement, et ça fait ce bruit de vibration de téléphone portable qui est très désagréable, mais on va pas démonter la ventilation de la fenêtre juste pour sauver un papillon. Déjà parce que je crois que ce n'est pas démontable, donc vu que c'est en plastique et que ça a un petit peu vieilli quand même, donc c'est un petit peu problématique, mais vous allez entendre cette vibration. Voilà, c'est peut-être un papillon ou un moustique qui est en train de mourir, ne vous inquiétez pas. À part si vous êtes défenseur des animaux à l'extrême là, mais bon, là, ne peut pas faire de miracle. Bon, du côté de la Suède, voilà, Blake Stenius qui a vraiment très très bien joué. Et puis encore Aslani en flop, parce que je trouve qu'on n'arrive pas à la trouver. Et que sur les quelques actions on l'a trouvée, elle a souvent fait des mauvais choix. C'est-à-dire on voit beaucoup plus Rollefeu, par exemple, que Aslani. C'est dommageable. Mais, comme je le disais lors du premier match, c'est un petit peu récurrent dans cette équipe suédoise de voir beaucoup plus Aslani que d'autres, de voir beaucoup moins Aslani que d'autres joueuses, parce que souvent elle a 2-3 joueuses sur le paletot, et c'est ce qui a peut-être permis aussi à Blake Stenius de trouver des solutions. Du côté de l'Italie, moi j'ai mis Cantore en top, parce que notamment en tout début de match, c'est une joueuse qui a été hyper dangereuse et que les Suédoises n'arrivaient pas à contrôler. Elle a fait énormément de courses, énormément de centres, c'était très intéressant. Et en flop, j'ai mis Linari parce qu'on ne peut pas défendre de cette manière-là sur les coups de pied arrêtés. Donc c'est pas possible. Voilà, il aurait fallu faire beaucoup mieux. On passe au match de l'équipe de France. C'est mieux, du côté de l'équipe de France, victoire de 1. C'est mieux parce que alors, je dirais que c'est quand même pas du niveau de l'Euro 2022 pour le moment encore, mais c'était quand même bien plus intéressant que face à la Jamaïque, notamment avec beaucoup plus d'intensité. C'est-à-dire que dès le début du match, on a senti qu'on n'était pas parti sur les mêmes intentions, il y avait beaucoup d'intensité physique. Un milieu qui a récupéré énormément de ballons, énormément de récupération de balles, avec également un bon placement défensif, c'est-à-dire qu'à la perte de balles, le placement défensif des Français c'était excellent, on quadrillait vraiment très bien tout le terrain. Il y avait vraiment un très bon quadrillage du terrain. Ça, j'ai envie de dire que c'est un petit peu la spécialité d'Hervé Renard. On l'avait vu notamment avec l'Arabie Saoudite sur la dernière Coupe du Monde. Il y avait un très bon quadrillage du terrain aussi à la perte du ballon. Donc ça, c'était bien. L'intensité physique aussi, parce que ça envoyait des watts du côté de l'Arabie Saoudite. Ça courait énormément. Des coups de pied arrêtés qui ont très bien marché. A permis notamment à Wendy Renard de marquer le deuxième but. Et puis des très bonnes intentions dans le jeu, c'est-à-dire que vraiment sur la première mi-temps notamment, je pense que la première mi-temps est meilleure que la deuxième, cette équipe française est au-dessus du Brésil et arrive à faire déjouer le Brésil. Et ça c'est très intéressant. Ce que j'ai pas aimé du côté de l'équipe de France, on a encore beaucoup trop râlé envers l'arbitrage. Ça avait déjà été un truc que j'avais noté sur le premier match. On râlait tout le temps vers l'arbitrage. C'est-à-dire au bout de 25 minutes de jeu, 30 minutes de jeu, on n'arrêtait pas de râler envers l'arbitrage. L'arbitrage est comme ça, c'est-à-dire que sur cette Coupe du Monde, on ne veut pas énormément arrêter le jeu, donc les joueuses qui sont très physiques, on ne les arrête pas. C'est pas une surprise, c'était déjà le cas sur la Coupe du Monde masculine. Bon, au bout d'un moment, je pense que c'est le deuxième match, tu n'es plus obligé de râler 150 fois envers l'arbitre. Il faut se méfier parce que sur un quart, sur un huitième, ça peut vraiment énerver les arbitres et ça peut vous coûter des cartons jaunes. Ça serait bien dommage. Surtout qu'on en a quand même pris 3 sur ce match. Donc ça, c'est aussi dommageable d'avoir pris pas mal de cartons jaunes dans cette rencontre. Et j'ai envie de dire que ça passe aussi par un entraîneur Hervé Renard qui était excité comme un pou sur les 10 dernières minutes. Et ça n'aide pas à calmer son équipe. Voilà. Hervé Renard, il a excité son équipe et c'est pour ça qu'elles étaient aussi fébriles aussi. Quand tu as un entraîneur comme ça qui est excité, qui a 2 doigts de se prendre un carton rouge de l'arbitre, ça pose un peu problème, je trouve. Enfin voilà, je trouve qu'Hervé Renard n'a pas aidé ses joueuses avec son attitude. En plus, c'est une attitude que j'aime pas trop, mais on a beaucoup râlé avec l'arbitrage. On s'est parfois précipité en défense. Il aurait fallu être plus calme. Là encore, je pense que la CRA n'a pas fait un très grand match, notamment avec certaines passes sur Perromagnin où il aurait peut-être fallu faire autrement. Le jeu au pied de la gardienne donc, qui n'était pas bonne. Et puis en deuxième mi-temps, trop de pertes de balles
parce qu'on prenait trop notre temps. Contrairement à la première mi-temps, là, on prenait beaucoup de temps avant de faire des passes, ce qui fait que les Brésiliennes avaient le temps d'anticiper, avaient le temps de faire des interceptions. Donc ça, c'est un truc qu'on doit éviter, de prendre trop notre temps. Et puis sur la fin de match, on était très fébrile, notamment défensivement, hein. C'est vrai que j'ai rarement vu l'équipe de France aussi fébrile en défense. Là, c'était très difficile, même à la Coupe du Monde 2019, hein, on n'était pas fébrile en défense comme ça. Là, je trouve que c'était un petit peu compliqué. Du côté du Brésil, un peu trop attentiste en défense, notamment sur le coup de pied arrêté où il n'y a personne au marquage sur Wendy Renard. C'est pas normal. Quand tu connais le jeu de tête de Wendy Renard, faut pas lui laisser comme ça 10 mètres. Donc beaucoup trop attentiste en défense. Beaucoup de duels perdus. Au niveau physique, elles ont tenté de jouer face à l'équipe de France, ça n'a absolument pas marché. Donc ça a été une déception. Beaucoup de soucis au niveau des relances. C'est-à-dire que, surtout en première mi-temps, les premières passes n'arrivaient pas à destination. C'est-à-dire que les premières, deuxièmes passes n'arrivaient pas à destination. Et c'est pour ça qu'elles se sont retrouvées aussi pas mal en difficulté. La communication en défense n'était pas bonne, notamment entre Tamires et Raffaele. Il aurait fallu beaucoup plus communiquer entre ces deux joueuses parce qu'à des moments Tamires était en fait Tamires envoyait quasiment tous ses ballons en touche alors qu'on aurait pu rejouer et éviter ce genre de touche et de rendre directement le ballon à l'adversaire. Et puis par contre un pressing qui en première mi-temps était inefficace, qui en deuxième mi-temps était très bon. Là il y a eu un gros travail de l'entraîneur de changer quand même pas mal cette équipe du Brésil en deuxième mi-temps. Il y avait énormément de pressing jusqu'à la 80e, c'est-à-dire que jusqu'au deuxième but de l'équipe de France où là, l'équipe du Brésil n'a pas réussi à avoir le ballon quasiment pendant 10 minutes. Ça a été très compliqué. Et puis dès qu'il y avait du mouvement, il y avait du danger, hein. C'est une équipe qui arrive à jouer en transition très vite, qui arrive à se projeter très vite, parce que Debinha, par exemple, est une fille qui court extrêmement rapidement. Donc dès qu'il y avait du mouvement, il y avait du danger, parce que en plus, Périssé n'était pas super bien placé du côté de l'équipe de France. Top flop du côté des joueuses. Alors j'ai mis en flop Perromagnin, beaucoup trop fébrile, des interventions qui étaient rarement très bonnes, un jeu au pied qui était catastrophique. Bon voilà, ça n'a pas été un bon match de Perromagnin. J'ai pas mis Périssé, mais parce que pour moi Perromagnin était en dessous, mais je trouve que Périssé fait pas un bon match non plus. Beaucoup trop haute par rapport à la ligne de défense. C'était pas bien, voilà ce qu'a réalisé Périssé dans cette rencontre. Mais bon, c'est un poste où que ça soit Périssé, Marion Torrent, hein, ce poste-là, ça fait depuis 6-7 ans qu'on essaye de trouver quelqu'un et qu'on n'a pas grand monde à ce poste-là. Au top, moi j'ai mis Salma Bacha. Bah oui, on a beau dire, mais Salma Bacha, comme Delphine Cascareno, c'est des joueuses quand elles sont là, tout de suite c'est différent. Alors Dali a fait un bon match de l'autre côté, mais je trouve que Salma Bacha, que ça soit du côté défensif, du côté de l'apport offensif, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est une joueuse qui a un super talent et qui a fait très très mal à l'équipe brésilienne. J'ai hésité avec Le Sommer aussi, hein, qui a fait un bon match du côté des Françaises, qui n'a pas hésité à dézonner, elle a fait une belle rencontre du côté des Françaises. C'était bien. Du côté du Brésil, j'ai mis en plus des Debinha, même si, je vais réutiliser ma grande expression, c'est pas la truite la plus oxygénée du bassin. Ça serait bien de regarder un petit peu à droite à gauche ce qui se passe sur le terrain, parce que là elle courait tout le temps la tête sur le ballon, tu vois, le regard fixe sur le ballon, mais sauf qu'elle ne regarde pas ce qui se passe à droite à gauche, et donc quelquefois elle s'est enfermée dans des situations un peu stupides, alors que elle a bien profité du fait que Périssé laissait pas mal de trous dans son dos pour en profiter en profondeur. Et puis en flop, j'ai mis Tamires. Elle a eu pas mal de difficultés avec Eugénie Le Sommer. Elle en a eu encore plus avec Vicky Béchot. Elle a été en difficulté pendant tout le match. Et puis problème de communication avec Raffaele. Donc ça a été compliqué pour la joueuse brésilienne. On garde la journée de demain du côté de la Coupe du Monde. On sera dimanche et ça va être une grosse journée avec 4 rencontres. Il y aura Corée du Sud, Maroc à 6h30 dans le groupe H, donc le groupe qui va croiser avec l'équipe de France. Allemagne-Colombie, ça sera à 11h30. Ça pourrait être une finale de groupe, hein, Allemagne-Colombie. Et puis il y aura le dernier match du groupe A avec Norvège-Philippines et Suisse-Nouvelle-Zélande qui auront lieu ces 2 rencontres à 9h dimanche. Donc voilà,
6h30, Corée du Sud, Maroc. Norvège, Philippines, Suisse, Nouvelle-Zélande, ça sera à 9h. Et puis Allemagne, Colombie à 11h30. Voilà, pas mal de contenu sur la chaîne demain avec ces rencontres, plus le débrief de Panama, Jamaïque également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc pour ces futurs matchs. Allez, ciao ciao!